de l'extérieur, on a l'impression que c'est une auto qui est très polyvalente parce c'est une berline, il y a 4 places, voire 5, il y a le cuir, il y a la clim, il y a tous les équipements sympas, machin, ça. Et je me suis dit, bah, ça va me faire une limousine de plus. Bah non, c'est pas tout à fait ça. Quand tu la roules, tu constates quand même que c'est une voiture de course qui a été civilisée, qui a été adaptée pour la route, et non pas l'inverse. Chers petits observateurs, il y a des noms mythiques comme ça, qui quand vous les évoquez, vous amènent tout de suite un flot de pensée. Et la Ford Sierra Cosworth 4x4, il suffit de le dire pour un bagnolard, et même sans savoir, on sait que c'est un morceau, on sait qu'il y a beaucoup à dire. J'ai envie de dire, je crois que j'ai le spécialiste avec moi aujourd'hui, c'est Philippe. Tu vas bien, Bonjour Philippe? Renaud, ça va bien et toi? Bah, ça va très bien, parce que c'est la première fois qu'on a une Ford Cosworth. Bah, il y en a de moins en moins. Voilà, et en plus avec quelqu'un qui la connaît, voilà. Assez intimement, à force. Voilà. C'est une très longue histoire. Une très longue histoire, assez rocambolesque. Voilà, et c'est voilà, c'est toujours pareil, une auto, une histoire. Mais avant toute chose, sur cette Ford Sierra Cosworth 4 roues motrices, je demande pardon, quel est le détail qui t'enchante chaque matin quand tu la découvres? Alors, moi c'est l'accastillage en fait, je suis fan de Youngtimers, donc de voitures des années 80 notamment, et il y a plusieurs détails sur cette auto qui sont très typés années 80 je trouve. Il y a les grilles d'évacuation d'air au niveau du capot, qui sont pas là que pour faire joli, parce que sur la phase 2 ils les avaient retirées, ils ont eu des problèmes de surchauffe, donc ils les ont remises. Il y a les jantes à vue qui sont vraiment typiques de la Cosworth pour moi. Je ne connais pas d'équivalent dans la production automobile de ce dessin de jantes. D'ailleurs, elles ont été changées sur le millésime 92, je crois, et elles sont en nid d'abeille, mais beaucoup moins sympa. Moi, je suis vraiment fan de ces jantes. Et on peut dire que tu as passé ta matinée à la laver, pour qu'elle soit oui, propre. Tu étais oui. chez Wash, on peut le dire, la vidéo est sponsorisée Oui, tout à par fait. les centres de lavage Wash. Allez voir l'appli, on en reparlera au milieu, parce que tu auras tes cadeaux, il y a une appli super, mais tu me tends une perche parce que tu y étais ce matin sans savoir. Exactement. Quoi. Donc, et tu m'as dit c'est un enfer à laver. Oui, au niveau des jantes, oui, parce qu'il y a tellement de détails, c'est plein de petits détails. Rien que les jantes en elles-mêmes, c'est plein de petits détails. Et ensuite... Et enfin, le dernier détail esthétique, cosmétique, extérieur, c'est l'aileron. Qui fait forcément penser à ce qu'on faisait dans ces années-là, R21 Turbo, 405 2016, BX GTI, etc. Mercedes 196 soupape. Donc c'est vraiment typique années 80. Alors, tu as travaillé dans l'automobile, on peut le dire. 25 ans. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou c'est que pour faire dire j'ai des gros bras? Alors, figure-toi qu'hier soir, j'ai révisé mes leçons sur la Sierra Cosworth. Le gros aileron queue de baleine de la première génération, effectivement, ils ont fait des mesures en soufflerie. Ça te donnait je ne sais plus combien de kilos de portance, donc ça a écrasé l'arrière de la voiture, contrairement à la voiture de série qui, elle, avait tendance à lever à 150 km/h. Sur une taille comme ça, je pense que c'est moins prononcé, mais je pense qu'il a quand même un effet réel. Après, j'ai jamais testé de pouvoir l'enlever pour voir s'il y a décollé. Alors, tu as commencé à le dire, celle-là c'est une 3e série, hein. Oui. Il y a eu 3 versions, on a tous en tête la 3 portes, effectivement tu parles queue de canard, je mettrai une photo. Queue de baleine. Queue de baleine, ouais, Oui. c'est ça. Toi, elle est de quelle année celle-là? Alors moi, elle est de juillet 90. Donc c'est les dernières. C'est les dernières, en fait, il y a eu 3 générations comme tu le disais. Il y a eu la 3 portes avec le gros aileron qui est sorti à mi-86, qui a été remplacé ensuite en 88 par la même base technique mais avec cette carrosserie à coffre qui était un peu plus consensuelle. 3 volumes. Hein, 3 volumes, dit, voilà, qui a accompagné aussi le premier restylage de la Sierra. Et ensuite en 90, ils ont changé encore en passant en 4 roues motrices et du coup en augmentant la puissance moteur pour compenser la prise de poids. À chaque fois, ils ont essayé de faire une voiture un peu plus consensuelle parce que le problème, il ne faut pas oublier que derrière, ils devaient la vendre. C'était avant tout pour homologuer la voiture en groupe A, en rallye et circuit. Donc ils devaient en vendre au moins 5000 exemplaires chaque. Donc, ils y sont arrivés sur les 3 Ah oui, la 3 portes a fait un peu plus de 5000 exemplaires. La deuxième génération en 2 roues motrices et à coffre a fait entre 10 et 11 000 exemplaires suivant les sources. Et la troisième a fait dans les 9 à 10 000 exemplaires. Donc ils y sont très bien arrivés. Et continuons, parce que j'aime bien, tu parlais d'années 80, là c'est franchement génial. Là, bon, dans les choses qui peuvent m'agacer, il y a peut-être la planche de bord, mais c'est pas ça que j'avais en tête, on en parlera après, le vrai détail qui m'agace. Planche de bord, c'est pas le summum esthétique qu'il y a dans la voiture. Mais ce qui est très sympa par contre, c'est les récarreaux cuir qui étaient de série. C'était une voiture, en fait, cette voiture n'a aucune option en tant que telle, elle est dans sa définition de série telle qu'elle est sortie en 90. Elle était assez richement dotée pour l'époque, hein, donc le cuir, la clim, le toit ouvrant, le pack électrique, on va dire. Alors il n'y avait pas encore le PLIP malheureusement, mais ça se commande à la clé.
Et le volant cuir, bien sûr, etc. Tu l'as dit aussi, mais ces concurrentes de l'époque, hein, c'était 21 turbo, Non, 405. pas vraiment. Alors, c'était on quoi pourrait alors, avoir parce en que- tête. Ouais. Parce qu'en fait, 21 turbo, la 405 de mémoire, ça devait être 160 chevaux, ou 155 ou 160, suivant la version catalysée ou pas. La R21, c'était 175 chevaux, donc t'étais quand même si tu étais dans le même gabarit, tu étais un ton en dessous au niveau de performance. Les vraies concurrentes de l'époque, c'était la BMW M3 E30. Ah ouais, excusez-moi, j'ai dit, Voilà. donc j'ai été sur le temps. Et la Mercedes 190E, d'abord en 2 litres 3 16 soupapes et ensuite en 2 litres 5 16 soupapes. Entre parenthèses, les gens ne se souviennent pas forcément que le moteur de la Mercedes a été lui-même développé et fabriqué par Cosworth. Alors explique ce qu'était Cosworth pour ceux qui ne sauraient pas. Alors Cosworth, c'était à l'origine un artisan britannique. C'était la réunion de deux personnes dont la moitié de chaque nom a donné Cosworth, Ouais. Costin et Duckworth, qui étaient vraiment spécialisés là-dedans et qui ont commencé une association avec Ford sur les moteurs de Formule 1, avec un V8 Ford pour la base. Ça a été le moteur atmosphérique le plus titré avant l'arrivée des turbos au début des années 80. Le Cosworth a équipé plein de F1, 174 victoires. Et puis du coup, ils ont continué à travailler. Ils ont travaillé aussi donc avec Mercedes dans les années 80 et Ford n'a pas vu ça forcément d'un très bon œil parce qu'ils voulaient continuer à travailler avec eux. C'est d'ailleurs pour ça que la Mercedes n'a jamais été badgée Cosworth. Ils ont gardé ça. Bien un qu'ils peu aient sous- travaillé dessus. Ah bah ils fabriquaient les moteurs. Mais... Ah ouais. Ouais. Les moteurs étaient assemblés en Angleterre et ensuite ils étaient envoyés en Allemagne pour être montés sur les chaînes Mercedes. Et donc ils leur ont confié un projet de développement pour continuer à travailler avec eux et ça a abouti à la Syrah Cosworth. Sachant que Cosworth avait également travaillé sur le moteur de la RS200 groupe B qui a couru assez brièvement vers 85 et 86. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai envie qu'on regarde tout de suite le moteur puisque c'est Ouais. c'est le cœur et tu t'y connais super. Tu l'as dit, celui-là il fait 220 chevaux. Oui. Comment ça se passait? C'est-à-dire que le moteur arrivait de chez Ford et il le retravaillait ou c'est Cosworth qui faisait tout? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que... Alors pour moi, de ce que j'en sais, c'est Cosworth a développé les modifications. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont retravaillé notamment la culasse, Bien, le voilà. bas moteur, le haut moteur. Enfin, ils ont retravaillé pas mal de choses. Et en fait, ils ont commencé. Ah, c'est beau avec la couvre-culasse rouge et un petit côté Ferrari ou voiture italienne, Alors ça le fait, hein? rouge, ça veut dire que c'est une version non catalysée. Les versions catalysées qui sont arrivées sur la toute fin vers 92 ont eu un couvre-culasse vert. Ah ouais, pourquoi vert? Parce que Parce c'est un peu plus écolo, quoi. Exactement. Et, ils ont commencé par développer une version atmosphérique au début des années 80 et puis ensuite ils lui ont adjoint le fameux turbo qui prend une jolie petite place sous le capot. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Mais pour moi par contre, de ce que j'en sais, les moteurs étaient montés chez Ford. Donc en fait, l'intérêt principal historique de cette voiture, c'est son utilisation en sport auto. Et en fait, comme la BMW M3, elle était très polyvalente aussi bien en rallye qu'en circuit. Les gens l'ont oublié ou ne le savent pas forcément, mais par exemple, la première Syrah Cosworth a remporté les 24 heures du Nürburgring en 87. D'accord. C'était quoi ces performances? Enfin, c'était donné. Alors, Est-ce que je peux montrer juste avant que tu répondes? Tu m'as montré, tu as une feuille entière de notes. Je trouve ça tellement charmant. T'as révisé. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais c'est toutes tes notes d'hier. Hein. Oui, Tu m'as dit. pour Et être ça, c'est sûr tout de ce que tu pas as fait sur raconter la de bêtises. voiture. Oui, ça c'est tout ce ce que le propriétaire précédent a fait sur la voiture. J'ai tout l'historique depuis qu'elle a été mise en circulation. J'ai un tas de factures et pas comme ça. C'est aussi ce qui m'a poussé à l'acheter. La voiture sortait 220 chevaux en sortie usine, Ouais. avec 29 mètres kilos de couple. Sur une voiture qui faisait en gros 1,3 tonne dans ces eaux-là. Donc on est à un peu moins de 6 kilos par cheval. Ce qui est quand même un assez bon rapport poids-puissance. Elle était donnée donc en pointe pour 240, avec un 1000 mètres départ arrêté qui était légèrement supérieur à 26 secondes. Je t'adore. Là, je pose la question parce qu'à l'époque, on en parlait dans les publicités. bien sûr. C'était vraiment des arguments. Aujourd'hui, ça peut paraître un Mais- peu ou dérisoire ou déplacé, mais à l'époque, c'était. Enfin, on se souvient toujours de la CX-GT Turbo, Bien sûr. 220 km/h. Voilà. Il fallait avoir. Mais- C'était le ruban bleu. Et quoi. même quand tu te souviens de la pub de lancement de la R21 Turbo qui avait été prise volontairement Ouais. sur l'autoroute allemande, Ouais. le message il était très clair et c'était la performance avant tout. Ouais. Donc, Là, moi, je retrouve en un instant tout l'esprit Ford, même les graphismes. Alors, je voudrais être sûr de ne pas avoir trop de contre-jour. sauf ouais. que ça sonne. Même contact. Ouais. Alors là, comme tu l'as démarré pour avoir les lumières, c'est peut-être parce que les portes sont ouvertes, c'est la Oui, ceinture. je pense que c'est... Alors je vais venir me mettre à côté et en même temps, je vais prendre le son parce Oui. que je t'ai entendu arriver de très loin. Voilà.
ma porte seulement qui pose problème. Respect. Tu disais que ce tableau de bord, tu l'aimais pas, mais pourquoi? Parce que moi, au contraire, je trouve que c'est une plongée merveilleuse. Oui, alors moi, ce que j'aime bien, par exemple, ce qui est très typique de l'époque des Allemandes, c'est cette forme qui revient vers le conducteur, ce que faisait BM d'ailleurs. Ouais. Ce que Peugeot avait maladroitement essayé de faire, notamment sur les 405. Ça, c'est sympa parce que ça donne un peu le côté poste de pilotage. Bon, après, je trouve que globalement, l'esthétique est un peu taillée à la serpe. Le fait d'avoir les commandes de ventilation et de chauffage ici, vertical, ouais, c'est pas ce que je connais de plus élégant. Cette série, la clim comme ça, la clim, ce bouton avec le truc vert et tout ça. Oui, la clim était de série sur la Cosworth 4x4. Alors elle sortait pas d'usine avec la clim de série, c'était monté sur un parc en seconde monte avant qu'elle soit livrée dans les réseaux. Ah ouais. Et ça, c'est le check control. Qu'est-ce que ça check? Ça check essentiellement les ampoules, les portes ouvertes. Et ça check aussi notamment quand la température devient négative, où tu as un voyant qui s'affiche pour t'alerter que tu as un risque de verglas en fait. C'est excellent, ouais. Pas mal de choses. Et ça, je te demandais si c'était de série, tu m'as dit non. Donc non, ça a été rajouté par le premier propriétaire, mais dans le réseau Ford, donc c'est un accessoire d'origine Ford. Parce que c'est vrai que pour une voiture très performante, l'équipement de série au niveau tableau de bord n'était pas très poussé, hein. On a juste la température d'eau. Donc là, on a en plus la température d'huile, la pression de turbo et la pression d'huile. D'accord. Tu me disais, c'est extrêmement rare d'en trouver aujourd'hui une voiture, enfin ce modèle-là, et pratiquement, tu l'as chassé pendant plusieurs années. Je l'ai chassé pendant 1 an et demi ou 2 ans. J'avais vraiment très clairement en tête la configuration, c'est-à-dire une 4x4 de 1990, sachant qu'elle n'a pas le même équipement que celle de 91, hein, notamment elle a le toit ouvrant manuel et les vitres arrière manuelles. Ah, excellent. Ah oui, tu poussais le détail, tu voulais celle avec... J'avais même pas vu, d'accord. Toit ouvrant qui était de série, hein. Toit ouvrant qui était de série et que tu ouvrais comme ça, c'est ça aussi, c'est très années 80. Avec la tourelle opérationnelle, ah là là, j'adore. Et en 91, ils l'ont passé en électrique et les vitres arrière aussi en électrique, alors que là, et toi, tu ne voulais pas? Moi, je préférais, j'aurais pris une 91 si je l'avais trouvé dans cet état, mais je préférais une 90 pour les raisons que je te raconterai après. Parce qu'un des gros soucis de ces autos, c'est la planche de bord qui prend le soleil et qui se craquelle. Et celle-là, bien qu'elle ait passé toute sa vie quasiment dans le sud, elle était à Cannes, elle a toujours été rangée à l'abri et du coup la planche de bord est en parfait état. J'allais te demander aussi justement au niveau entretien du moteur, c'est plus compliqué une Cosworth ou un homme de l'art sait entretenir ça ou ça demande des compétences? Globalement, les gens à qui tu en parles, les hommes de l'art à qui tu en parles, ça leur fait pas trop peur parce qu'il n'y a pas encore trop d'électronique. D'accord. Donc ça reste assez accessible pour quelqu'un qui connaît un peu la mécanique. On va aller regarder le détail qui t'agace. Oui. Et on va aller regarder un magazine de spécial Formule 1 de l'automobile de 89 oui. qui va expliquer beaucoup de choses avant d'aller faire le tour. Alors le détail qui m'agace, c'est que je suis plutôt maniaque sur mes autos notamment et que cette auto-là, normalement, elle était équipée en série d'essuie-phares sur les phares avant. Ouais. Et quand je l'ai achetée, elle était comme ça. Je l'ai achetée en connaissance de cause. Donc j'ai les balais d'essuie-phares, sauf qu'il me manque les porte-balais, c'est-à-dire la pièce métallique qui va venir prendre ici, se mettre ici, ou à moins que ce soit plutôt comme le ça. Bras, comme ça, le bras, le porte-balais. En fait, il faut retrouver la visserie qui va avec et le porte-balai. Et par contre, j'ai les balais, mais je n'arrive pas à retrouver la pièce. Donc, à bon entendeur, si quelqu'un entend ça... C'est une bouteille à la mer. Ah ouais. Et tu as une autre chose que tu as voulu me montrer? Non, ce que je voulais te montrer, pour moi, c'est un signe important quand je rachète une voiture, c'est l'état du coffre. Et là, tu as l'impression qu'en fait, la voiture, elle sort de concession, la moquette est neuve. Et ça, c'est très significatif du soin des propriétaires sur leurs autos. Donc c'est un coffre immaculé. Exactement. Voilà. Ça tombe bien, je vais te remettre le kit wash. Tu sais, les centres de lavage qui sponsorisent. Donc je suis heureux de te remettre. Tu vois, ils ont toute une gamme de produits. Oui. Là, tu as pour le textile, tu as pour les cuirs, ça tombe bien, pour les plastiques, pour les jantes. Leur microfibre qui est divine, hein, Julien, voilà. Et puis surtout, ils ont une appli tu peux télécharger qui est vachement bien parce que tu peux l'accréditer et ça te permet, comme ça tu arrives, il te dit où sont les centres, il te dit voilà, les différents programmes. Et en plus, il y a des points qu'on peut avoir et il y a un lien en description dans la vidéo. Donc tu pourras le mettre dans le coffre comme ça. Alors, le bagnolard sait que c'est important. Quoi. Merci beaucoup POA et merci beaucoup Total Wash. Voilà, on va aller faire le tour, mais avant, parce qu'on va en parler dans la voiture, cette Ford Sierra, elle a une histoire incroyable. On peut le dire. On la voit là, en 89,
Il y avait un grand jeu concours sur la Formule 1 et je te laisse la suite. À l'époque, c'était la grande époque Prost, Senna, Mansell. J'avais loupé un Grand Prix pour rien au monde. Et déjà, moi, je me faisais mes petits pronostics perso toute l'année, à longueur d'année. Et donc, en 89, première fois qu'ils le font, l'Automobile Magazine lance un grand concours de pronostics de Formule 1. Donc, moi, j'avais donné 3 bons pronostics pendant la saison. Donc, j'avais 3 chances de gagner. Et en fait, c'est moi qui ai été tiré au sort. Et tu avais quel âge? J'avais 18 ans. Donc tu n'avais pas encore ton permis? Non. Vu les problèmes que ça me posait, j'ai essayé de négocier avec eux, de récupérer plutôt une Fiesta et une Soult. Ils ont d'abord dit oui. Tes parents n'étaient pas trop chauds que tu conduises un truc aussi puissant. Franchement, non. De toute façon, c'était inassurable pour un jeune permis. Enfin, 204 chevaux, celle-là, c'était hors de question. Et puis économiquement, ça ne tenait pas la route. Donc il n'a pas été question un instant de la garder. Mais quelle frustration! On va continuer la conversation parce que, en gros, ça a duré 1 an, cette histoire. Elle est partie, tu vas me raconter. Et en fait, toute ta vie, tu t'es dit, il faudra que je l'ai, en fait. Exactement. Donc, tu gagnes cette voiture, tu dis non, je ne peux pas la garder. C'est quand même une énorme frustration à l'époque. Oui, alors ce qui se passe, en fait, c'est qu'on rentre en négociation avec Ford France pour essayer de trouver une solution qui soit un peu plus rationnelle économiquement, pour récupérer une petite Fiesta qui m'aurait bien convenu en première voiture, et puis avec une différence d'argent. Ford France nous dit oui dans un premier temps. Et puis finalement, ils font des allers-retours avec leur juridique, etc. Et il apparaît que c'est pas possible. Donc bon. Mais j'imagine que toi, tu devais avoir le cœur battant parce que gagner, et c'est vraiment, on te met le gâteau sous le nez et on dit non, quoi. Tu vas voir, je vais te raconter. Et du coup, comme ça prend du temps, ils arrêtent la production de la 2 roues motrices et ils lancent la 4 roues motrices. Ils annoncent la 4 roues motrices pour le milieu d'année 90. Et ils finissent par me dire, de toute façon, on n'a plus de 2 roues motrices en stock, donc finalement, vous allez récupérer la 4 roues motrices. C'est comme ça que je récupère exactement la même que celle-ci. Ils organisent une petite réception en septembre 90 à la concession de Ford de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Donc je viens prendre livraison de la voiture, ils font les choses bien chez Ford, avec les petits fours, la dépêche du midi qui vient faire son petit article, etc. Mais dès qu'on la prend, on la met sur un plateau et on la ramène ensuite à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Et toute la nuit, j'ai la clé à côté de moi, c'est un vrai supplice de Tantale. La même clé que celle-ci, exactement la même. En me disant, si je voulais, si j'étais complètement frappadingue, je pourrais. Mais comme je ne le suis pas, je vais devoir la laisser partir et je la conduirai même pas en fait. Alors l'histoire s'arrête pas là, ça c'est le premier acte on va dire. Le deuxième acte, c'est que du coup je la mets en dépôt-vente. Dans une concession, enfin dans un garage spécialisé dans la revente de voitures sportives et haut de gamme. Et très vite, il y a un acheteur qui se manifeste et il prend son billet de train ou d'avion, je sais pas, pour descendre. Et dans la nuit, la nuit, juste avant le jour où il devait venir récupérer l'auto, il y a un casse au garage. Ah merde! Ils embarquent 2 voitures, dont la mienne. Donc évidemment la transaction se fait pas, ils mettent... Elle voulait pas te quitter en fait. C'est un peu ça, il faut croire. Les forces de l'ordre se mettent sur le coup, 1 semaine, 10 jours après elle est retrouvée, pas très loin, ils n'avaient pas beaucoup roulé avec. Par contre, ils avaient prélevé quelques pièces, ils avaient pris les sièges, ils avaient pris les jantes et ils avaient pris la radio. Donc on rapatrie la voiture au garage, le temps de recommander les pièces, on prend plus en moins dans la vue, et patatras derrière quand on remet la voiture en vente, guerre du Golfe. Et là, du jour au lendemain, les ventes de voitures de prestige s'effondrent. Et donc là, je me la retrouve autour du cou pendant un bon moment. Je finis par reprendre en désespoir de cause une Corvette C4 dessus. C'est-à-dire, je comprends pas, tu les fais un choix, tu les changes quoi? Oui, alors il y a une petite soult, c'est-à-dire que la Corvette vaut un peu moins que ce que je revends la Sierra. Mais il n'y a pas une grosse différence. Mais tu l'avais jamais conduite? Je l'avais jamais conduite. C'est incroyable cette histoire. Etc. Et ensuite, il va se passer combien d'années? Parce que tu oublies jamais, tu te dis, il faudrait que je la retrouve en fait, cette voiture. Oui. Il va se passer 30 ans à peu près. Oui, c'est ça, dans les 30 ans. C'est incroyable. Arrivé à un certain âge et une certaine phase de ma vie, je me dis maintenant, bon, c'est bien beau d'être passionné d'automobile, mais il serait peut-être temps que je commence aussi à le vivre vraiment et à me faire plaisir. Je voulais retrouver exactement la même. Donc je voulais retrouver cette couleur-là, puisque c'est la couleur de celle que j'avais récupérée. Je voulais la retrouver en 4x4, bien sûr. Et donc j'ai cherché au moins 1 an et demi. J'ai fait comme tout le monde, j'ai mis une alerte sur le bon coin.
Et j'ai fini par trouver celle-ci à Cannes. Mais qu'est-ce que ça t'a fait quand tu t'es enfin monté dedans et que tu l'as conduite? T'as pleuré? Non. T'as retrouvé tes 20 ans? Et est-ce que le fantasme était à la hauteur de la réalité? Alors, donc forcément, ça fait quelque chose pour plein de raisons. Un petit peu surpris par l'aspect sonore, parce que moi je suis habitué à des autos qui sont extrêmement filtrées. Et là, celle-ci avec l'échappement inox Group N est relativement sonore, donc ça j'étais un petit peu surpris. Ouais, tu m'as dit sur le long trajet c'est fatigant. Ouais, c'est clair. Disons que de l'extérieur, on a l'impression que c'est une auto qui est très polyvalente parce c'est une berline, il y a 4 places, voire 5, il y a le cuir, il y a la clim, il y a tous les équipements sympas, machin, ça. Et je me suis dit, bah, ça va me faire une limousine de plus. Bah non, c'est pas tout à fait ça. Quand tu la roules, tu constates quand même que c'est une voiture de course qui a été civilisée, qui a été adaptée pour la route, et non pas l'inverse. Et ça se ressent quand même dans les commandes, dans l'environnement sonore, dans un certain nombre de choses. Tu m'as dit qu'elle reste typée propulsion aussi dans son Oui, alors la répartition, c'est 2 tiers, 1 tiers. Ils ont voulu, bon, les 2 premières générations en propulsion étaient quand même un peu compliquées à maîtriser, on va dire, apparemment. Enfin, pour le conducteur un peu lambda qui était susceptible d'acheter une auto de ce genre. Donc ils ont voulu progressivement, au fur et à mesure de la carrière de la voiture, ils ont essayé de la civiliser de plus en plus. Et les 4 roues motrices, c'était dans ce but-là, mais c'était aussi, je pense, parce qu'ils en avaient marre de se faire taper par Lancia avec son intégrale, ou par Toyota avec ses Celica, qui étaient toutes en intégrale, et qu'ils voulaient avoir une intégrale en face. Et puis ils avaient déjà en tête le coup d'après, je pense, de l'Escort Cosworth en 4 roues motrices. Donc dans la pratique, je ne l'ai jamais encore emmené sur circuit, et vraiment, il faut que je le fasse. Et en fait, tu vois, la zone rouge est à 6500 tours. Je suis rarement monté au-dessus de 4000 ou 4005 depuis que je l'ai. Donc, il y a beaucoup de potentiel que j'ai jamais encore vraiment exploité. Oui, puis tu la préserves. Voilà. Ça reste. C'est l'intérêt aussi d'avoir une voiture. Ce qui fait sa rareté quelque part, c'est aussi son état et son faible kilométrage. J'ai d'autres autos à côté de ça avec lesquelles je le fais. Donc. On peut le dire, hein, tu as une C6. J'ai une C6. Donc tu es un homme exceptionnellement bien. Comme la tienne. Ouais. J'ai commencé par acheter une Jaguar XJ8 de 2006. Ouais. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de racheter l'ancienne voiture d'Olivier De Stefano, une Audi A8 première génération en châssis long. Et puis j'ai une petite Alfa Romeo Unito pour tous les jours. Ouais, c'est bien, c'est très éclectique, quoi. Mais écoute, franchement, c'est une très belle histoire parce que quelque part, elle t'est revenue. Bon, on a tout dit. Je crois. Je crois. Moi-même, je suis très impressionné. Merci, Philippe. Franchement. Avec plaisir. Et puis, c'est une passion, donc c'est toujours sympa, à un bon moment, de transmettre sa passion. Merci à toi. Et puis, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, quelle qu'elle soit, vous nous envoyez un mail à petiteobservation automobile tout attaché @gmail.com. Petite observation avec des S, automobile avec des S aussi. Pas sur un autre réseau, des photos et une description et pourquoi vous voulez nous la présenter. On la mettra dans nos bases de données et si la voiture retient notre attention, on vous appellera et vous viendrez nous la présenter en semaine en région parisienne. Voilà, merci, au revoir.